Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo lecture parce qu'il y a des mangas que je dois lire depuis assez longtemps. Et là, puisque j'ai pas mal de temps libre, je me suis dit, allez, je me lance. Et avant même de m'en rendre compte, la pile a énormément gonflé. On va commencer tout ça avec un manga, je sais que assez peu d'entre vous ont. Ce n'est autre que Flying Witch, les 4 premiers volumes. Je vous laisse constater les couvertures, mais je crois que c'est le premier manga des éditions Nobinobi que je parle en lecture. Très très belle jaquette qui ont de quoi attirer l'œil. Tout d'abord, commençons un peu par parler du dessin. Alors quand j'ai ouvert le premier tome, j'étais quand même assez déçu. Forcément, quand on voit ça, on s'attend quand même à un niveau assez élevé à l'intérieur. Et en lisant les premières pages du manga, on a l'impression que c'est dessiné avec des modèles 3D, mais c'est même pas le cas. Quand on passe de ça à ça, il y a quand même une sacrée différence. Ici par exemple, je trouve que la personnage tire une drôle de tête, ou encore cette planchie avec là aussi une tête, je trouve quand même assez chelou. Et vraiment en cours de lecture, on sent que le niveau de l'auteur en termes de dessin s'améliore drastiquement. Là c'est le tome 4, il y a 7 volumes en tout, avec le 8ème qui a été un peu reporté à cause du coronavirus. La première chose qu'on remarque, c'est que les planches sont beaucoup plus denses. L'évolution est juste spectaculaire. Le scénario se veut vraiment pas compliqué. Tu suis juste le quotidien d'une sorcière qui vient de déménager à la campagne. Quand je le dis comme ça, on pourrait croire qu'elle déménage dans la campagne profonde et que du coup il y a un bus par heure et il n'y a pas de fibre. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le manga à l'intérieur, t'as que de la comédie, de la fantastique et du slice of life. T'as pas vraiment de trame principale, t'as pas de plot twist. En fait, ça ressemble énormément à Yotsuba. La seule chose qui m'est vraiment gêné ici, et ça se ressent quand même un peu dans la prise en main, c'est que c'est un petit format qui ressemble énormément à un format de poche. Quand on compare avec un volume de Yotsuba, la différence est beaucoup plus notable. Et il y a une bonne partie du tome qui dépasse sur le côté et un tout petit peu en haut. Et c'est vraiment dommage parce que vous devez savoir que moi je suis un amoureux des grands formats et je pense que au vu des dessins, ça aurait sans doute rendu plus hommage à l'œuvre. Très léger à lire, très plaisant, et moi ça m'a fait lâcher des rires de temps en temps. Si vous découvrez la série, mon conseil c'est n'arrêtez pas au premier tome parce que ça s'améliore quand même par la suite. J'ai ensuite lu un manga, j'étais sacrément mitigé quand je les ai achetés. Testament of New Evil Sister Storm, l'intégrale en 5 tomes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tous les fans de Ishi connaissent. Ça c'est un spin-off de Testament of New Evil Sister. La toute première chose qui surprend quand tu découvres l'œuvre, c'est déjà de 1, c'est pas le même mangaka qui dessine. Et de 2, c'est beaucoup moins bien dessiné. Regardez la différence entre l'original et le spin-off qui est juste ici. Et c'est la même chose pour le tome 2, c'est 2 catégories clairement différentes. Mais juste en entendant ça, je pense que vous allez voir que c'est un manga qui s'axe principalement sur la romance échi. Le lycéen et ancien membre des héros, Basara, se retrouve en cohabitation avec ses nouvelles sœurs, Mio, la fille du roi des démons, et Maria, une succubus. Quand on a lu l'histoire principale, on sait à quoi s'attendre ici. C'est un spin-off qui s'axe principalement sur des scènes érotiques. Pour être franc, quand on a lu le manga Testament of New Evil Sister, même si l'histoire est pas si mal que ça, même si c'est bien dessiné, on sent que c'est pas assez long. Et quand j'ai vu le spin-off, je me suis dit, peut-être qu'il y aura dedans ce qui manquait dans l'histoire principale. Et clairement, je m'attendais à rien, mais en soi, le manga est pas si mauvais que ça. Certes, je suis d'accord, le dessin est vraiment pas incroyable. Clairement une déception, mais quand tu regardes les couvertures, de toute manière, t'es pas vraiment étonné. Je trouve qu'il y a un peu tout qui coince, les proportions des personnages, leur tête, leurs cheveux, les décors. Certes, l'histoire principale, elle était pas incroyable non plus. On voit que les traits sont quand même assez brouillons, mais il y avait du mieux. En tout cas, n'achetez pas le manga si vous avez pas lu l'histoire principale, parce que lui, il va partir du principe que vous l'avez déjà fait. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous introduire des nouveaux personnages que vous ne connaissez pas du tout, et ils vont partir du principe que vous les connaissez. Donc, pour conclure, j'ai vu mieux, mais honnêtement, je m'attendais à pire. On poursuit ça avec un manga qui m'a énormément surpris. Ce n'est autre que Infection. J'ai lu les 3 premiers tomes. Ça, je ne le savais pas du tout, mais au Japon, Infection, c'est actuellement 18 volumes en cours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un manga zombie, c'est juste énorme. Quand j'ai ouvert la première page, je me suis dit, ah, je risque très fortement d'être déçu. La couverture et la toute première page, c'est celle-ci. Si c'est dessiné avec ce niveau-là, je risque fortement d'être déçu. Et en fait, c'est hyper bien dessiné. Dès le moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, je m'y attendais pas du tout. On peut au moins dire que ces pages sont hyper denses. Sur le dessin, c'est vraiment top. Et deuxième chose qui m'a interpellé, et c'est pas pour me déplaire, t'as énormément de échis à l'intérieur. Là, on n'est même pas à la 10e page du manga. Ça, c'est un choix qui m'a quand même pas mal perturbé. Mais dans les premiers volumes, t'as une fille qui se trimballe tout le temps en culotte. Je vous censure un peu tout ça, mais elle, dans les 3 premiers tomes, elle se balade que en culotte. Et j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais ça n'a pas grand intérêt en vrai. Et en parlant de échis, il y a un autre truc qui m'a beaucoup choqué, mais on voit la petite sœur du personnage principal qui, si je me trompe pas, au collège, quasiment à poil. Je vais pas vous montrer ça en vidéo, mais c'est elle, sa petite sœur, et quand j'ai vu le truc,
j'ai bugué. J'ai trouvé ça énormément perturbant parce que c'est un manga qui se vend quand même assez tout public. Je vous lis le résumé très rapide. Leur ville se retrouve infestée de hordes d'humains contaminés. Je vous montre cette scène parce qu'elle est pas trop marquante et c'est à peu près la même qu'on peut retrouver sur la couverture. Il y a tout juste un déclic qui vient de faire dans ma tête, mais le point noir ici c'est rajouté, on est d'accord? Pour vous donner un peu mon avis ici, c'est littéralement le manga de zombies le plus shonen que j'ai jamais lu. Pour vous dire, dans les 3 premiers tomes, ils doivent utiliser à chaque fois, 2-3 fois, le pouvoir de l'amitié. C'est un manga de zombies qui est très shonen neketsu. Et je pense vraiment que c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a autant de volumes au Japon, plus le fait qu'il y ait autant d'eshi. L'impression que j'ai eue, c'est que la romance, le eshi et le fait que c'est bien dessiné, ça rattrape vraiment le scénario. Je suis en train de le relire là en effet, et le eshi et la romance, ça rattrape clairement tout le manga. Pour vous dire à quel point le manga fait shonen neketsu, t'as personne dans le manga qui tue les zombies. Tout le monde part du principe qu'il est possible de les sauver, même s'ils deviennent cannibales, et clairement ils sont dans un état qui est pas récupérable. On continue avec Magical Girl of the End, les 11 premiers volumes, manga que j'avais déjà commencé en scan il y a très longtemps de ça, et là puisque j'ai le manga je me suis dit je vais sans doute recommencer à lire la série. C'est aux éditions Akata What the Fuck, donc c'est assez borderline, mais ça nous parle de Magical Girl maléfiques qui sortent de nulle part et qui tuent les gens. Par exemple des scènes comme ceci, là aussi il y a un délire de zombies, donc c'est quand même assez gore. Actuellement, en ayant lu les 11 premiers tomes, je peux vous dire que le manga est pas trop mal, mais ça part vraiment en vrille. Il n'y a pas grand chose à dire ici, c'est gore pour être gore, et l'auteur avait un scénario en tête du début à la fin. Ce qui veut dire qu'en 15 tomes, il a introduit des trucs dans le premier chapitre qui vient résoudre dans le 11e tome. Donc une histoire qui est plutôt bien écrite, mais je vous dis qu'à partir du tome 9, ça devient assez compliqué à suivre. Tu lis le truc et t'es obligé de revenir sur ce que t'as lu pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il me reste 5 volumes à lire, mais au vu de comment l'histoire est construite, sur les derniers volumes, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Et le fait de lire Magical Girl of the End, ça m'a donné envie de commencer une autre œuvre de l'auteur, Magical Girl Sight. Les titres du manga se ressemblent, l'auteur était quand même pas mal inspiré. Ici on suit Aya Asagiri, la personnage principale qui se fait harceler au collège, et quand elle rentre chez elle, elle se fait violenter par son frère. Et un jour, t'as un site qui lui propose de devenir Magical Girl. Elle reçoit une arme qui sera un peu sa baguette magique, et son pouvoir c'est de téléporter les gens. Comme vous le voyez sans doute sur la couverture, c'est pas vraiment une baguette, c'est plus un pistolet, mais après ça dépend de tous à chacun. Ici déjà dans le tome 2 on peut voir qu'il y a plusieurs Magical Girls. Quand on entend ce genre de scénario, on se doute bien que les Magical Girls vont se battre entre elles, parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de méchants dans le manga, en tout cas pas au début. Donc j'ai pris le temps de lire ces 3 premiers volumes, et il y a quelque chose qui me perturbe énormément, et ça me gâche un peu la lecture. La personnage principale est hyper chiante. Un exemple, dans le manga, à plusieurs moments elle risque de se faire tuer, soit coupée en deux, soit écrasée, et elle veut pas utiliser son pouvoir pour se défendre. Typiquement le stéréotype de la personne trop gentille, parce que encore, ne pas faire de mal aux autres, je suis d'accord, mais quand on essaie de te tuer, t'essaies de te défendre. Je vous laisse voir un peu le dessin, c'est un peu comme Magical Girl of the End, c'est pas incroyable, mais honnêtement ça va. Donc actuellement j'ai 9 tomes de ma collection, j'ai lu les 3 premiers, et je crois que la série s'est terminée en 15 ou 16 volumes, donc j'espère qu'il va y avoir un peu d'évolution là-dedans. Ensuite j'ai lu les volumes 9 à 11 de DeadTube. Pour être un peu plus précis, j'avais déjà lu les 8 premiers tomes, mais je me suis refait tout le manga parce que j'avais un peu oublié ce qui s'était passé. DeadTube, l'un des mangas sans doute les plus limite que j'ai jamais lu en papier. Pour résumer la chose, c'est comme YouTube, mais la monétisation te rapporte énormément d'argent. De souvenirs, je crois que un vue ça génère 60 € et un abonnement c'est 600 €. Ce qui se passe, c'est que les vidéos les plus vues, c'est des vidéos de viol et de meurtre. Ils ont mis une règle en plus dans le manga, ce qui fait que n'importe quoi peut se passer. Si tu mets une vidéo en ligne, même si tu as tué quelqu'un et qu'elle a du succès, ton meurtre ne te retombe pas dessus. Donc t'as notre personnage principal qui se fait un peu entraîner dans tout ça. Et moi, en commençant le manga dans les 5 premiers volumes, c'est encore ok, c'est pas très malsain. Alors il y a de la violence, il y a du sexe, mais c'est pas malsain. À partir du tome 6, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a des scènes qui m'ont clairement quand même un peu rendu mal à l'aise. Par exemple ici, c'est même pas un gros spoil. En fait, t'as la sœur du personnage principal qui va exploser la tête de son père avec une batte de baseball. Là aussi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit... Sérieux? Et pour vous dire, c'est pas la pire chose qui se passe dedans, parce que t'as des choses qui sont tellement pires. Sur le dessin, c'est pas si bon que ça, mais ça suffit à ce que l'œuvre veut raconter. C'est pas très détaillé, il y a pas beaucoup de décors non plus. Même les scènes où il y a de la violence sont pas si gore que ça, c'est vraiment le scénario qui rend le truc assez malsain. Ici, vraiment, faut pas chercher le scénario. Le manga est vraiment pas si mauvais que ça, mais ça vise un public qui est quand même assez averti. On poursuit avec 2 mangas dont je vous ai parlé très récemment dans des vidéos achat manga sur la chaîne. Tout d'abord, les 2 premiers volumes de Fantasy Lazy Life
Life. Je vous laisse voir un peu les couvertures, je suis pas vraiment fan des chara design. En soi, le manga est pas si mal dessiné que ça. J'ai un peu du mal avec la tête du personnage principal. Le scénario est vraiment pas compliqué, même si comme la plupart des mangas, un peu tiré par les cheveux. T'as le personnage principal, Yamai Zenshiro, qui se fait appeler dans un monde parallèle afin de devenir un roi. Écoutez bien la raison pourquoi il doit devenir roi. On est dans un monde où il y a des pouvoirs magiques qui sont héréditaires. Si ton père était un grand magicien, t'auras toi-même de grandes prédispositions magiques. Et ce qui se passe, c'est que dans son monde, la royauté, c'est un peu le god tier des magiciens. Et le truc, c'est que suite à une grande guerre, toute la famille royale a été décimée, sauf la reine. Et du coup, elle doit se marier avec un mec qui a un fort potentiel magique. Et ce qu'elle décide de faire, et j'ai vraiment eu du mal à le comprendre, en fait, faut savoir que dans le passé, il y a 150 ans, t'as le prince du royaume qui s'est échappé du monde pour se marier avec une japonaise. Et en fait, Zenshiro, c'est un descendant direct de ce prince d'il y a 150 ans. La première chose qui m'a perturbé, c'est qu'au lieu de chercher quelqu'un au fort potentiel magique dans son propre monde, elle décide de le chercher dans un autre monde. En soi, pourquoi pas si c'est nécessaire à l'histoire. Et en lisant le truc, moi je pensais qu'il y aurait du harem, parce que le mec, il devient roi, et forcément roi est égal harem. Et en fait, en lisant juste les 2 premiers tomes, alors je pense que ça va venir par la suite, mais la reine, elle est pas d'accord pour qu'il y a d'autres filles qui sortent avec le garçon. Pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, j'ai eu l'occasion de refuter le manga et il y a une raison pourquoi il appelle quelqu'un d'un autre monde. Je vous lis la réplique exacte. Si elle épousait un noble, la reine et son époux pourraient se retrouver tous les deux détenteurs de l'autorité. Je vous lis un peu la suite par la même occasion. Dans ce cas, invoquer quelqu'un d'un autre monde sans attache familiale serait tout à fait logique. Sur le principe, on est d'accord que ça tient et là je vais un peu chercher la petite bête, mais il est tout à fait possible que le japonais qu'elle invoque, le descendant du fameux prince, ce soit un enfoiré. Et même en soi, ça aurait été très probable que ce soit une personne à qui le pouvoir monte à la tête un peu après. Faut se dire, je suis totalement compréhensif dessus, est-ce que si ça n'avait pas été un isekai, ça aurait aussi bien fonctionné? Je ne pense pas. Déjà de 1, je trouve que Zenshiro, le personnage principal, il est pas bête, mais il manque cruellement de caractère. Et de 2, le scénario, il reste assez basique. Peut-être que ça aura une importance par la suite dans le manga, mais comme tous les mangas isekai comme ça, il a ramener des trucs dans son monde. Un PC, un générateur électrique du coup pour le PC et des petites babioles comme des billes, des verres, des tasses. Et t'avais cette scène moi qui m'est un peu sortie par les yeux où les gens faisaient la remarque, waouh, qu'est-ce que c'est incroyable le niveau de maîtrise qu'il faut pour créer un objet comme ça. Bon, je me suis dit ok, restez que le manga a quand même des bons points. Il y a du ecchi, alors ça dépend un peu des goûts, mais il y a aussi une profondeur dans le scénario avec ce côté un peu politique, diplomatique. Ce qui me gêne vraiment le plus ici, et peut-être que ça changera par la suite, c'est qu'en fait tu pourrais remplacer le personnage principal par quelqu'un d'autre, ça changerait rien. Le personnage principal en soi, il n'a pas d'importance dans l'histoire. Pour vous dire, actuellement, juste en ayant lu les 2 premiers tomes, ce qu'a ramené le personnage principal est plus important que sa personne en soi. Actuellement, c'est 4 tomes en France, j'attends de voir comment ça évolue un peu. Et le deuxième manga, ce n'est autre que le manga Iris Zero. J'ai lu les 4 premiers volumes. Pour résumer la chose simplement, en fait, on est dans un monde où actuellement 99% des individus ont un pouvoir dans leur regard. Par exemple, juste en te regardant, il y a des pouvoirs qui sont quand même assez cheatés. Ils peuvent savoir quel métier tu vas faire plus tard, est-ce que tu mens, quand est-ce que tu vas mourir et de qui tu es amoureux. Ça, c'était les pouvoirs stylés. T'en as aussi qui servent à rien, par exemple, de voir ce que tu as mangé ce matin. Et nous, on suit le personnage principal, Toru, qui fait partie de cette minorité des 1% qui se fait un peu harceler. Ça, c'était les très grandes lignes. Bon, on est d'accord, il y a une énorme incohérence dans le manga. En fait, il faut savoir que même si tu as 99% des ados qui ont ce pouvoir, en fait, 99% des adultes ne l'ont pas. Ce qui fait que si toi, tu dois dénigrer tous ceux qui n'ont pas de pouvoir, tu es obligé de dénigrer tous les adultes. Et ça fait quand même assez bizarre. Et le deuxième truc, c'est que dans tous les cas, si 90% des pouvoirs sont OSEF, genre, il n'y a pas une grande différence avec les personnes normales. Ils ont un peu accentué ce côté de discrimination, même si en vrai, je suis sûr que ce serait pas allé aussi loin. Et le cœur de l'histoire, c'est que vu que Toru n'a pas de pouvoir, il est obligé de se servir de son cerveau pour rattraper cette différence. Donc à la lecture des 4 premiers volumes, alors les 3 premiers volumes sont très bons, je trouve. Le 4e volume est un peu plus mitigé. Au début du manga, ils expliquaient tout. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ça se fait. Alors, c'était pas des explications incroyables. Et honnêtement, si t'es pas trop bête, tu peux le deviner un peu. Mais c'était cohérent. Et dans le tome 4, et je vais spoiler un peu, mais le manga est quand même assez vieux, donc je pense que la plupart d'entre vous ne vont littéralement jamais le lire. T'as une fille qui est une amie du personnage principal qui, Donsetsu, obtient le pouvoir d'annuler le pouvoir des autres. J'ai vu le truc, j'ai un peu relu le manga, j'ai pas
compris d'où ça sortait. Quelque chose d'aussi important, tu l'expliques avant. Je vous montre un peu le dessin, mais on sent directement que ça va partir vers de la romance. C'est un peu simple, mais c'est pas mauvais en soi. J'attends de voir un peu comment ça va évoluer parce que c'est un manga qui a quand même énormément de potentiel. Et le dernier et la plus grosse série que j'ai lu actuellement, c'est les 14 volumes de Freezing. Actuellement, je possède les 33 tomes, l'intégrale dans ma collection, et ça, c'est quelque chose que j'avais vu il y a longtemps en animé. Donc déjà, par rapport au dessin, c'est un style très coréen. Il y a de belles couvertures. Au début de chaque tome, on a une illustration qui est assez chier. Quand on a l'habitude, on voit bien que c'est un style pas très japonais. Je vais vous montrer qu'au début de chaque tome, on a bien une illustration. Ça, c'est le tome 2. Voici le tome 4. Voilà. Et un petit dernier, disons le tome 14, à chaque fois on y a droit. C'est le genre de manga, quand t'entends le scénario, tu te dis ah ouais, ça va pas l'air incroyable. Pour contrer une invasion extra-dimensionnelle, l'Académie Génétique entraîne l'élite guerrière mondiale, formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Au milieu de ces furies débarque le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ d'honneur en affrontant les Nova. Ça va être drôle, mais moi en lisant les 14 tomes, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'on a 2 personnages principaux et plein de personnages secondaires. En fait, sur les couvertures, à chaque fois, c'est des personnages secondaires. Et le problème, c'est que on suit le combat de tous. S'il y a 3 fronts simultanément, tu vas suivre les 3 combats avant de passer au combat suivant. C'est pas que le manga n'est pas dynamique, c'est juste que j'ai l'impression qu'en lisant les 14 tomes, t'aurais pu raconter la même chose en 2 fois moins de volume. Un manga de romance, échi, aventure, action, c'est pas excellent, mais ça se lit sans trop de problèmes. Après, c'est quand même pas mal de volume. Et moi, ce qui me gêne énormément, et c'est un peu pour ça que j'ai arrêté la lecture au tome 14. En fait, le souci, moi je trouve, c'est que le personnage principal masculin, et c'est le personnage principal global du manga, il sert à rien. Dans le manga, on va pas rentrer en détail non plus, mais t'as seulement les personnages féminins qui savent se battre. Et je vais simplifier énormément, mais les garçons, ils ne connaissent que des sorts de soutien. Au début du manga, ils nous présentaient le personnage principal comme un génie, sauf que au bout de 14 tomes de lecture, il est tout le temps là au combat, mais il sert jamais à rien. Vraiment, la seule chose que j'attends, c'est que le personnage principal serve à quelque chose. J'en suis que à la moitié, donc peut-être que par la suite mes vœux vont se réaliser. Voilà, la vidéo se termine ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine, salut!